Il s'arrêta net sur le bord du trottoir. Mais qui consulter? À qui demander conseil? Un duel en pleine guerre, c'était bien entendu plus que ridicule. C'était en somme assez odieux. Lui seul, parmi des milliers et des millions d'hommes en bataille, aurait trouvé le moyen de se faire une affaire et de la mener jusque sur le terrain. Il y était bien résolu. Chose si singulière qu'elle en deviendrait sans doute historique. Dans la nuit des temps, on parlerait de lui comme de ce fou qui... Et l'opprobre, le rire, le grotesque couvrirait son nom dans l'éternité. À moins qu'il mourût. Ou l'autre, rectifia-t-il aussitôt. À moins que les conditions du duel fussent si sévères qu'il n'y eût pas moyen d'échapper, au moins pour l'un des deux adversaires, et si possible pour les deux, à la mort. Il repassa dans sa mémoire les duels célèbres par la rigueur des conditions, celui de Pouchkine. Mais à qui s'adresser? Moka? Pas une mauvaise idée. À la réflexion, c'était même une idée excellente. Moka était un être pur. En Moka, on pouvait avoir confiance. Oui, Moka, il irait le voir. Tout de suite, même, au lieu de rester là bêtement planté sur un trottoir. Est-ce que ces affaires pouvaient traîner? Laisse-t-on traîner un duel? Puisqu'il fallait se battre, il se battrait demain matin, à l'aube. Demain matin, oui, tout serait réglé. Fini. Ainsi tout de même, réfléchit-il en marchant, il n'était pas si abandonné qu'il l'avait cru. Après quelques minutes de réflexion, on pouvait encore trouver un homme sur qui compter. Comment lui expliquerait-il la chose, la gifle? Est-ce que les témoins en général demandaient, avant de consentir, des éclaircissements sur les motifs, les origines de la querelle? Cette gifle, comment la justifier? À coup sûr, ce n'était pas une gifle préméditée, c'était une gifle survenue. Tout en longeant les murs grisâtres des rues, si semblables à des murs de prison, c'en était, il regrettait une fois de plus que la troïka ne se trouvât pas dans les parages. Il fallait marcher. Il s'efforçait d'imaginer les questions qu'on pourrait lui poser et de préparer ses réponses. « Pourquoi avez-vous giflé Nabucée ?» Que répondrait-il? « Parce que Toinette est morte? Parce que, autrefois, je n'ai pas osé me battre avec l'officier blond? Parce que, en Nabucée, j'ai giflé toute une espèce d'homme que je hais? Parce que... Oserait-il dire tout ce qu'il pensait et soutenir que Nabucée avait manigancé l'attentat contre lui, l'affaire des bécanes? Toutes ces raisons étaient bonnes et mauvaises, aucune n'était pertinente. La vérité se composait d'un peu de chacune d'elles, et aussi de beaucoup d'autres, dont les éléments lui restaient obscurs à lui-même, ou qu'il avait peur d'élucider. Une chose était claire, il était l'offenseur. Il parvenait mal à s'en persuader. Être offenseur était pour lui une chose nouvelle, et malgré l'évidence, il eût volontiers nié le fait. Il fallait espérer que les témoins n'en demanderaient pas si long. Les témoins n'étaient pas des juges, ils n'allaient pas au tribunal, que diable! Ils allaient se battre. Le jugement de Dieu. Avec des peines infinies, il arriva sur la petite place où habitait Moka. Curieux désert. Rien, pas même un chien. Comme les rues qu'il venait de parcourir, toujours avant ou après l'événement, jamais pendant. Une église au centre, des pierres carrées sans l'ombre d'une sculpture ou le commencement d'un sourire. Si l'on avait pu rêver que les bœufs aient jamais vécu en société à l'image des hommes, et qu'eût germé dans leur cervelle de bœufs l'idée de construire une église à leur image de bœufs, cette bâtisse opaque eût fourni un merveilleux exemple d'architecture bovine, sur quoi la sagacité des petits archéologues bovins eût pu s'exercer. De courtes tours, nues et carrées, péremptoires comme de commandements quelconques du décalogue, figuraient assez bien les cornes aveugles de la bête, et, entre les tours, le porche bas, c'était pourtant bien un porche, ne pouvait signifier autre chose qu'un front immense, épais, carré, obscur, avec au-dessous des piliers énormes, seule rondeur dans cette carrière, et qui évidemment étaient les pattes. La croupe s'étendait, immense, formidable, occupait plus du tiers de la place dans une immobilité dont le spectacle engendrait la frayeur. Telle était la bête. Comme pour les foires, elle était décorée. On lui avait mis partout des petits drapeaux, et sur toute la largeur de son front se déroulait une banderole portant une inscription patriotique.
Or, ce bœuf, il n'y avait pas si longtemps qu'il était là. Les plus vieilles gens de la ville se souvenaient d'avoir connu à sa place un cimetière. Un beau jour, le bœuf était arrivé dans le cimetière, il s'y était rué, grattant la terre de ses sabots et faisant sauter les morts. Plus de cimetière. Mais les morts s'étaient vengés. Ils avaient aussitôt transformé les maisons qui entouraient la place en tombeaux, et c'est là qu'ils demeuraient depuis sous des déguisements divers. On pouvait sonner à leur porte. Ils ne se montraient jamais sans masque. Généralement, ils étaient très convenablement vêtus, ils avaient même des apparences de vivants. Mais un œil un peu exercé pouvait aisément déceler la supercherie. C'étaient bel et bien des morts à qui l'on avait affaire, et malgré toutes les précautions dont ils s'entouraient, allant jusqu'à se faire décorer et fabriquer des enfants pour mieux cacher leur jeu, jusqu'à devenir quelque chose dans la cité, les uns professeurs ou médecins, les autres employés de banque, ou commis d'enregistrement, ou même soldats, et ils étaient partis pour la guerre, ce qui était poussé un peu loin la plaisanterie. Ils étaient quand même bel et bien des morts, des fantômes. Cripure s'en doutait, étant un peu du bâtiment et par ailleurs assez intime avec le cloporte, qui devait tenir par ici ses quartiers. Or, sans qu'il y eût à cela la moindre ironie, cette place toute grise de pierre, de terre, de ciel, avec ses grandes façades grises et camuses et ses grises préméditations, et sur les toits les grises fenêtres des mansardes comme des guérites, cette place était donc ce qu'on appelait le cœur de la ville. Bœuf-Gorod, Cloporte-Gorod, Mort-Gorod. Un cœur de pierre, un cœur de bœuf, un cœur de mort. Jamais cette vérité n'était aussi bien apparue à Cripure qu'aujourd'hui, où il était confronté avec l'animal qu'ils avaient l'audace de désigner par les noms en apparence les plus nobles, et qui n'était rien d'autre sous ces titres menteurs qu'une volonté toujours négatrice. Non. Le bœuf disait toujours non. Le bœuf et toute sa charmante petite famille de préfectures et de casernes, de lycées et de banques, etc. Le bœuf disait toujours non. Jamais oui. Le regard de Cripure erra longtemps, comme s'il eût cherché à pénétrer plus avant les énigmes autour de lui posées. « Pas une pierre qui n'appelle une bombe, » murmura-t-il. « Et il y a des cœurs qui sont lourds comme des bombes, » acheva-t-il rêveusement. Il regrettait les terroristes dont il n'aurait pas été, dont il n'avait pas été. Et le cœur de la maudite bossue, est-ce qu'il était lui aussi lourd comme une bombe? Il n'y parut guère à la façon dont elle surgit en sautillant dans ce désert, comme l'unique survivante d'une catastrophe. Elle sautillait, clop, clop, et se tournait et se penchait à tout moment vers le cabot hagard qui renâclait au bout de sa laisse. Sans doute en avait-il assez, le petit toutou chéri, d'être ainsi tiré par les rues du matin au soir comme un jouet, et son inlassable curiosité eût voulu courir à tous les ruisseaux et à toutes les portes. Mais avec de bonnes paroles, la maudite bossue le ramenait vers elle, et toujours sautillante, elle reprenait son interminable course en fredonnant ses airs d'opérette. Cripure frémit en la voyant se diriger vers lui. L'horrible bossue! Que ne restait-elle dans son trou? Elle approchait dans sa blouse trop vaste et serrée à la taille par un simple cordon. Drôle de costume pour une femme que cette blouse qui l'enveloppait des pieds à la tête, et qu'elle avait choisi de couleur bleue, comme devaient être, pensa-t-il, les blouses qu'on porte dans les hôpitaux et dans les prisons. Horrible petite bossue! C'était pourtant vrai qu'elle avait les yeux au milieu des joues et un nez pointu. Sa tête s'enveloppait d'un chapeau de paille à large bord qu'un nœud bleu entourait et rabattait comme des œillères sur ses joues fondues. « Maudite charogne, à toi de filer et de disparaître !» murmura-t-il en s'effaçant dans une porte comme elle passait tout près de lui, à le frôler. Elle fredonnait. Tournez, tournez, qu'à la valse on se livre, elle le charme, elle enivre tous les cœurs passionnés. Il la suivit de l'œil. Infâme déchet, je n'ai pas pitié de toi. Meurs. Ce vœu impie ne lui laissa aucun remords, à peine un petit moment de surprise. Mais il n'y avait pas que la bossue.
Il y avait aussi la vieille demoiselle qui l'avait raccroché l'autre jour à la librairie pour lui expliquer qu'elle croyait à la métempsychose. Tandis que la vieille demoiselle lui parlait de la nécessité d'une foi afin de supporter la tristesse de la vie, il ne pensait qu'à la veuve qui habitait au-dessus de la librairie. Rien que 2 étages à gravir. 15 ans déjà qu'elle était accoudée à sa fenêtre. À attendre quoi? Eh bien, oh, quelle étrange persévérance à vivre. Faudrait liquider, murmura-t-il. Et la petite épicière du coin, donc, qu'il oubliait, seule désormais puisque son mari venait d'être pulvérisé par un obus, et à qui il ne restait plus qu'une petite fille idiote.